Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie Dog ADN. Nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement. Pour clôturer cette première saison de Dog ADN à la rencontre de passionnés de chiens, je vous propose dans ce 17e épisode d'aller du côté de Maxime et Berry. Pour en savoir plus, allez faire un petit tour du côté d'Instagram pour découvrir les aventures de Berry the Husky, BE2RY.TheHusky. À travers ces photos magnifiques, Maxime vous partage des moments de communion à faire pâlir tous les maîtres de chiens. Sur son compte, vous trouverez du sport, canicross, cani-VTT, cani-randonnée, paddle, des photos de voyage, des tests produits et matériels, des présentations d'accessoires de mode, des conseils divers et variés. En plus d'être magnifique, Berry se prête volontiers aux exigences, des essayages et il transparaît une vraie gaieté et un plaisir de faire plaisir à Maxime. Complicité 10 sur 10. Le chien le plus heureux de la planète ? Ou peut-être le maître le plus heureux de la planète ? À travers cet épisode, Maxime nous racontera comment Berry est arrivé dans sa vie et comment est venue l'idée de créer son compte Instagram. Sa vie au quotidien en tant que propriétaire d'un husky. Nous découvrirons également sa passion pour la photo associée au plaisir de voyager avec son chien. Ils pratiquent également le canicross et font partie du club CSCD, le Canisport Club de la Dole, que nous avions interviewé dans le 14e épisode, et il nous racontera l'organisation de ses entraînements et ses objectifs pour 2023. Je fais confiance à Maxime pour nous enrichir tout au long de cet épisode d'anecdotes de voyage et pour nous faire rêver. En route pour l'aventure. Salut Maxime, merci d'avoir accepté mon invitation, ça fait super plaisir. Hein. On a l'occasion de se voir de temps en temps, soit au club de canicross, soit à travers quelques compétitions que tu as pu faire à droite et à gauche, dont la dernière qui était la régionale à Étaples. D'ailleurs, tu avais mis un post sur ton Instagram sur ce sujet. Ouais, il est toujours en ligne. On a fait un petit retour sur cette compétition qui était vraiment chouette. Ouais, j'ai vraiment adoré le parcours et Berry a joué belle le jeu. Expérience de plus. Ouais. Donc ça c'est super cool. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter d'une façon générale, comme ça on sera, nos auditeurs et auditrices pourront savoir un petit peu qui est Maxime. Donc moi c'est Maxime, j'ai 29 ans, je suis professeur de français en collège, dans la vie de tous les jours. Et je suis donc l'heureux propriétaire, maître, papa, on dira comme on veut, plutôt papa de Berry, donc qui est ma première chienne, femelle husky de Sibérie, de ligne et beauté. On pourra peut-être en parler, après. Donc Berry là qui est à mes pieds en train de dormir. Donc apparemment Berry c'est ton premier chien, c'est ce que tu viens de dire ? Ouais. T'as attendu 29 ans pour avoir ton premier chien. Est-ce que c'est un choix ou parce que t'as jamais eu la possibilité et puis là l'occasion s'est présentée ? Alors dans ma famille élargie, il y a toujours eu des chiens. Ma mère m'a toujours surnommé l'ami des bêtes. Tu me disais un chien. Je vois ce que tu veux dire. On peut pas l'approcher. 5 minutes après, c'était mon copain, tu vois. Mais nous on était plutôt chat parce que un chat c'est quand même plus facile sur pas mal d'aspects qu'un chien dans la maison. Donc mes parents voulaient pas trop de chiens. Et après la vie avance et puis voilà comme tu disais à 29 ans maintenant 28 ans quand j'ai adopté Berry avec ma compagne. Voilà, on s'est tourné vers un husky, c'était ma race de cœur depuis toujours, même si j'ai un gros faible pour le berger allemand, on en a déjà parlé aussi. C'est bien. Mais moi c'était plutôt le husky, ma compagne c'était plutôt le berger allemand au départ. Et puis en fait un beau jour, en faisant une randonnée dans les Hautes-Alpes, on est tombé sur un monsieur qui baladait ses 2 huskies. Ouais. Elle a eu un gros coup de cœur sur une petite femelle husky là qui est venue lui faire un câlin d'elle-même, etc. Elle s'est dit allez, on va prendre un husky. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. C'est quand même des chiens super sociables qui aiment bien aller vers les gens. Ça c'est super agréable. Ouais. Le fait de choisir un husky, ça a un rapport au fait que tu aimes le canicross ou bien tu as fait du canicross parce que tu as un husky et que ça correspondait à ses besoins Alors, faire du canicross, c'était en projet dans tous les cas. En prenant un chien, je voulais un chien qui soit compatible, même si quasiment tous le sont dans une certaine mesure. Mais un chien qui puisse suivre quand même à être un minimum performant. Sans que je sois trop un boulet pour lui ou au contraire tu vois, trouver une espèce d'équilibre. Je trouvais que le husky était pas mal et d'ailleurs le berger allemand aussi là-dessus, c'est des chiens super sportifs, polyvalents surtout et puis non, en fait de prendre un husky ça motive en fait parce que le chien il faut le sortir, il faut le dépenser mentalement, physiquement et répondre super bien à ça quoi. Tu vis en maison ou en appartement ? On est en maison.
En maison. En maison avec un petit jardin. Il faut savoir que un jardin, aussi grand soit-il dans une maison, pour un chien, c'est qu'une pièce de plus de la maison, au final. J'aime te l'entendre dire. Le husky a besoin d'aller parcourir des espaces, sentir des odeurs qu'il n'a pas l'habitude de sentir tous les jours. Donc, le jardin, c'est très pratique pour les petites sorties le soir, pour les besoins, tout ça. Mais voilà, c'est pour ça je profiter aussi un petit peu de l'émission pour faire un petit appel si on a entendu parler. C'est l'objectif aussi. Ouais. Les différents refuges qui refusent les adoptions aux gens en appartement. On est d'accord. Je suis sûr que pour beaucoup, ça pourrait faire des chiens très heureux malgré l'appartement. Bon, c'est dommage. Et si on pouvait avancer positivement là-dessus, je pense que ça ferait des heureux. D'ailleurs, sur ce sujet, moi j'ai beaucoup de retours de mes clients par rapport à ça. Où, tu sais que je donne des conseils en éducation canine. Oui. Et j'ai pas mal de gens qui me disent que leur chien est très actif et qu'ils n'arrivent pas à le calmer. Et pourtant, je comprends pas, j'ai un jardin. Donc je reviens vers toi, le jardin ne suffira jamais. Ça ne compensera jamais l'union entre le chien et le maître et puis la découverte olfactive, puis de voir les copains et tout ça. Et de toute façon, ils ont vite fait le tour du jardin et après ils s'emmerdent très rapidement. Et après, on se retrouve avec des trous, un terrain de golf et tout le tout team. Exactement. Et puis, il aboie sur les voisins. Et puis, voilà. Et puis, après, on a des problèmes avec le voisinage. Et puis, en fait, on est dans une spirale alors qu'il aurait simplement suffi, dès le départ, de le sortir régulièrement. Pas forcément 3 heures par jour. Même si certaines races ont des besoins plus forts que d'autres, tels le Malinois. Mais le husky aussi, de toute façon, il a des gros besoins de découverte et de sport. Donc tu me disais que tu avais pris Berry dans un élevage, donc en lignée beauté. En lignée beauté, ouais. Donc ce choix, il est stratégique ou bien c'est parce que en fait c'était le chien qui était disponible au moment où tu voulais un chien? Ouais, c'est un concours de circonstances en fait. J'ai pris des renseignements dans différents élevages. Par contre, je tenais à prendre, en tout cas pour le premier chien en élevage, parce que le husky c'est pas un chien réputé facile et sa réputation n'est pas usurpée sur bien des aspects. Donc, je voulais partir pas de zéro parce que quand on adopte un chien en élevage, il y a quand même déjà 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois parfois. Faut aussi voir ce qui a été fait en amont dans l'élevage. Ouais. Et je voulais aussi certaines assurances au niveau de la santé, par rapport aux cartes ADN, aux tests qui doivent être faits sur les ascendants, etc. Voilà, ça nous rassurait un petit peu plus, et puis de voir les parents, de voir comment se passe le début de vie du chiot, ça nous a beaucoup rassuré en fait d'y aller. Et puis déjà sur les photos en fait, donc Berry vient d'une portée de 6, 4 mâles, 2 femelles. Nous on voulait une femelle. D'accord. Et sur les 6, c'est la seule qui est en position d'appel au jeu à 4 semaines, tu vois. Quand on est allé à l'élevage, donc pour possiblement la réserver, l'éleveuse nous présente les 2 femelles. Il y en a une qui était très très apeurée, l'autre un Berry qui toute folle, manque de tomber du comptoir. Enfin, c'était évident quoi, tu vois. Donc c'était le gros coup de cœur pour Berry, ça s'est fait comme ça. Et pour la lignée beauté, husky de lignée beauté, ça reste un husky avant tout. Bien sûr, avec il va pas développer les mêmes capacités d'endurance poussées au bout ou de vitesse qu'un husky lignée course, mais ça reste un husky avec tous les instincts, toutes les capacités, toutes les prédispositions que la race a, et ça reste des chiens quand même sportifs. Alors on ne les amènera pas aussi loin. Mais de toute façon, moi, je suis pas capable d'amener un husky lignée course au bout de ses limites. Donc, c'était très bien. Et puis, les lignées beauté ont l'avantage, globalement, du coup, de savoir, je fais une généralité, on va trouver des contre-exemples, bien sûr, mais d'être un peu plus calme, en fait. Je le vois. De savoir se poser un petit peu plus facilement, tout simplement. Oui, tout à fait. Tu es sportif avant d'être canicrosseur ou alors tout est arrivé en même temps? Sportif avant d'être canicrosseur, ouais. Alors moi au départ c'est pas tellement les sports d'endurance. J'ai fait 10 ans de judo quand j'étais plus jeune. J'ai arrêté en fait avec les études, j'ai jamais repris. J'ai fait du foot aussi quelques années. La course, la musculation, le fitness, etc. Ça a toujours été l'entretien quoi. Ouais. Voilà, de l'entretien. Et depuis que j'ai Berry, c'est devenu mon sport principal et c'est très très bien comme ça. Je me sens au mieux de ma forme en fait que ce que j'ai pu connaître jusqu'ici grâce à ça quoi. Qu'est-ce que tu donnerais comme avantage de faire du canicross avec son chien pour nos auditeurs qui souhaiteraient demain peut-être commencer à pratiquer?
Bah, d'abord, la course, quand on n'a pas l'habitude d'en faire, c'est pas forcément très agréable. Quand le corps s'y remet, les courbatures sont sévères, durent longtemps. On n'a pas forcément trouvé chaussure à son pied. Voilà, il y a tout un tas de facteurs qui vont se régler petit à petit. Et le fait d'y aller avec le chien, c'est déjà le facteur motivation, parce que le chien, il a envie d'y aller, il a envie de partager ça avec son maître. Et c'est un plaisir du coup qui est partagé, qui est plus fort. Ça, c'est certain. Moi, je m'entraîne depuis quelques mois tout seul, en complément de mes entraînements avec Berry. Oui, bien sûr. Quand j'y vais tout seul, j'y vais parce que je vais être plus performant avec Berry, mais c'est pas facile, quoi. Hein. C'est moins amusant, c'est moins plaisant. Et donc en fait, le canicross, ça renforce la complicité parce qu'il y a tellement de facteurs qui sont en jeu, la réactivité, la connexion avec le chien, sur le fait, voilà, quand on est en course, qu'on court à 13, 14, 15 km/h, qu'il faut tout de suite donner une direction et que le chien, voilà, qui est focus dans sa course, il t'obéit tout de suite, on part. Tu vois, les moments, là, je le vois maintenant avec Berry, ça fait 1 an qu'on fait du canicross et je lui parle de moins en moins, je lui fais de plus en plus confiance. Je lui fais confiance dans la lecture du terrain. Quand on est sur une montée ou sur une descente, avant, j'aurais eu tendance à essayer de la guider un petit peu vers là où moi, je serais passé. Maintenant, je la suis et généralement, ça se passe mieux comme ça d'ailleurs. Quand j'ai un coup de mou, je lui fais confiance pour me donner son énergie, pour avoir une foulée plus légère, pour pas appuyer trop le pas. Et au contraire, quand c'est elle qui commence à fatiguer, c'est de la motivation qu'on s'envoie l'un à l'autre. Alors moi, avec des mots, elle, c'est parfois simplement avec un regard ou avec une belle relance de l'avant. Et c'est des beaux moments qu'on partage et c'est rare de pas être ému, en fait, à l'arrivée d'une course ou pendant une course. J'ai comme ça des souvenirs où vraiment très très puissant. Je sais que Claire, donc du club de canicross que t'as interrogé, on a eu une très très belle expérience au canicross d'Arc-la-Bataille en Normandie, par exemple. Oui. Quand on est arrivé en haut au château, j'en pouvais plus après 1,5 km de montée. Et je me souviens de Berry qui se retourne, qui a dû voir à mon visage que j'en pouvais plus, qui m'a emmené, quoi. Et c'est pareil, elle n'aime pas elle a un petit peu le vertige, Berry. Et tout ce qui est pont à neige, tu sais, en gris, elle passerait pas en temps normal. Elle voudrait que je la prenne dans les bras. Et là, le jour au canicross d'Arc-la-Bataille, alors elle a baissé son centre de gravité, etc. Mais elle y est allée. Et je sais qu'elle le faisait pour moi. Et ça renforce la complicité encore. Hein. Ouais. Bah d'ailleurs, on va reparler un petit peu d'un autre sujet, c'est que dans tes passions, il y a la photo. Quand j'ai vu ton Instagram et les photos, j'ai fait waouh. Tu sais l'effet waouh. Ah ouais, non mais de toute façon, je vais mettre le lien sur ce podcast de ton Instagram parce que pour ceux qui aiment les voyages, les chiens et la photo, allez-y, hein, vous allez vous régaler. Photographe amateur, mais amateur plus. Ça fait longtemps que amateur confirmé, on va dire. Ça fait. C'est un peu difficile de dire, quoi, parce que des appareils photo, il y en a toujours eu. Oui, bien sûr. Tu sais mais vraiment, enfin, le mien, là, celui que j'utilise actuellement, le Sony, ça fait 1 an et demi que je l'ai. C'est ce que j'avais demandé justement, le matériel que tu utilises. C'est un Sony Alpha 7 III, donc c'est un appareil photo hybride avec un capteur plein format. Sans rentrer dans le détail, j'aime beaucoup sa capacité à monter en ISO, en sensibilité, ce qui permet en fait de pouvoir gagner de la vitesse pour figer des mouvements. Donc sur les chiens, c'est vraiment chouette. Et il est donc cet appareil photo, c'est principalement ça que j'utilise pour poster sur Instagram. Il y a quelques photos prises à l'iPhone, il y a quelques photos prises avec. Ouais, et il y a quelques photos prises aussi avec le Panasonic de ma compagne, de Marie. Donc c'est un appareil photo hybride avec un capteur plus petit, un micro 4/3, qui a l'avantage, alors il va un peu moins loin que le Sony en capacité, mais il est capable de faire de superbes photos pour un encombrement super moindre. Et quand on fait de la rando, on va en parler après. Chaque centaine de grammes est importante. Hein. J'ai vu une photo sur ton Instagram où tu prends une photo, il y a Berry derrière toi et tu prends une photo au téléobjectif. Le poids d'un téléobjectif, c'est 3 kilos, je sais pas. Je vais peut-être dire une bêtise. Alors, sur les hybrides, les constructeurs ont réussi à réduire un peu le poids des téléobjectifs. Mais là, le Sigma dont tu parles, j'utilise là, le 150-600 que j'utilise en animalier. Donc du 600. Il fait 1,5 kg quoi, quand même. Ouais. J'en rajoute un petit peu. Le poids il est bien réparti. Ça s'est modernisé. Quand tu l'as en main, après il faut rajouter le poids du boîtier. Ça s'équilibre bien. Mais quand il est dans le sac à dos, que tu marches 15-20 km. Oui, j'imagine. Faut le sortir et faut que ça ait valu le coup, quoi.
Justement, donc on va parler directement des voyages. Parce que là tu vas quand même regrouper tes passions, c'est-à-dire canicross, donc c'est aussi du cani randonnée. Oui. C'est la photo et c'est le voyage. Là c'est le combo gagnant pour toi. Et puis ton chien, hein, Berry. Bah oui, surtout. Hein. La Berry, la magnifique Berry. Est-ce que tu peux nous parler globalement, comment c'est venu ton premier voyage, ça a été où avec Berry? Avec Berry, le premier voyage, c'était dans les Hautes-Alpes. En fait, j'ai la chance, et d'ailleurs, je remercie mes beaux-parents qui habitent Moitié. Ouais, c'est ça. D'accord. Ils habitent donc dans les Hautes-Alpes, pas loin du lac de Serponçon. Ils habitent. Ils m'excuseront l'approximation. Hein. Merci Claudine et Didier, si vous écoutez, je vous salue. On vous passe le bonjour. Moitié ici dans le nord de la France, pas très loin de Lille, et moitié dans les Hautes-Alpes. D'accord. Ce qui fait qu'on y va assez souvent, parce que c'est assez facile en fait. On fait la route et on est logé là-bas. Et puis après de là-bas, on a le pied à terre et puis on peut voyager pas mal dans la région. Donc c'est là-bas qu'on a emmené Berry à son premier été. Donc elle avait 7-8 mois à peu près. Oui, d'accord. Et comment tu les organises tes voyages? Parce que t'as commencé par les Hautes-Alpes, mais je crois que tu bouges pas mal d'après les photos. On bouge pas mal. On essaye de découvrir et puis d'emmener Berry le plus possible. Berry, elle est venue avec nous en Normandie, elle est venue avec nous. Là, elle va venir en Alsace. Qu'est-ce qu'on a fait encore? T'as testé l'étranger ou pas encore? Pas encore, non. Non, pas encore. Après, c'est vrai que dans les Hautes-Alpes, on n'est pas loin de l'Italie. La Suisse aussi, il y a quand même des coins de montagne très très beaux à voir. Les Pyrénées aussi, on aimerait bien, mais pas encore de gros voyages à l'étranger. D'accord. Le plus bel endroit que tu aurais fait avec Berry? Dieu sait que la montagne est belle. Ouais, là je pense que ça va être le pic du Morgon là qu'on a fait cet été avec Berry. Alors je l'avais déjà fait en rando journalière avec Marie il y a 1 ou 2 ans. Et là tu l'as fait en bivouac. Cet été on l'a fait avec Berry et on l'a fait en bivouac. Et ce jour-là en fait on est parti du coup en fin d'après-midi. C'était ce qui était très bien parce que du coup les chaleurs étaient un peu retombées. On montait et le soleil se couchait au fur et à mesure, donc les températures étaient de plus en plus agréables. Et on a une super lumière dorée là sur la fin de journée et un ciel dégagé, aucune lune ce soir-là, et donc on a dormi sous la Voie lactée. Et c'était vraiment un des plus beaux moments qu'on a vécu tous ensemble, quoi. Voilà une belle transition. Il y a une superbe photo que tu as fait en mois de juillet apparemment. Et c'est justement, tu as réussi à prendre la Voie lactée. Ouais. Et sur ton Instagram, tu notes un petit peu la prise de vue, ce que tu as utilisé comme appareil, tout ça. Si demain, parce que la Voie lactée à la montagne, elle est quand même, on la voit beaucoup mieux, hein, parce qu'on est en hauteur et puis il n'y a pas y a pas les lumières qui viennent gêner le photographe. Exactement, il y a moins de pollution lumineuse, ouais. Si tu avais un petit conseil pour quelqu'un qui aimerait faire à peu près la même photo que toi, tu pourrais nous donner 2-3 conseils? Ouais, il faut un petit peu de matériel. Il faut un trépied déjà, c'est pour obligatoire. La stabilité. Ouais, on va faire une pause longue en fait. D'accord. Celle-ci, je sais plus si c'est 20 ou 30 secondes. Je crois que ça doit être 20 secondes. Où en fait l'appareil photo, 20 secondes. Où en fait on va laisser le capteur prendre la lumière, un peu comme ce que font les télescopes Hubble ou le James Webb. Eux vont faire des pauses de plusieurs heures, voire de plusieurs jours pour certaines photos. Là, on va le faire en quelques dizaines de secondes. Et il faut un objectif grand angle ou ultra grand angle pour avoir quand même un paysage pour avoir le paysage et la Voie lactée. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ensuite, c'est de la pose longue. Et puis ensuite, moi, je conseille de faire par tâtonnement avec en focus manuel et pas en autofocus pour vraiment aller chercher, se fixer sur 2-3 étoiles dans l'écran ou dans le viseur, les rendre le plus petites possible. Et là, on peut lancer la pose longue. Là, je vais vite décrire, hein, mais de toute façon, je vais mettre le lien. Mais en premier plan, on a la tente qui est allumée. Oui. En deuxième plan, on a la forêt. Et en troisième plan, on a la Voie lactée. Oui, c'est ça. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tout est net, en fait. Alors en fait, le premier plan là, si tu zoomes vraiment sur la photo, la tente est pas super nette. D'accord. Pour l'avoir un petit peu en lumière, en fait, avec ma lampe frontale, j'ai mis 2 secondes de lumière dessus, puis j'ai éteint. Oui. Pour ça que ça rend un petit peu rouge comme ça. Ouais, c'est sympa comme ça. Et sinon le point, il est vraiment sur le fond parce que mon objectif, je l'avais mis sur une grande ouverture, donc avec une profondeur de champ assez étroite pour avoir vraiment la Voie lactée. C'était ça que je voulais prendre en photo. D'accord. Et 3200 ISO, donc ça veut dire qu'une très grosse sensibilité. Hein.
Ouais. J'ai l'impression d'être sur un podcast sur la photo. En fait, je suis assez fan aussi de photos et j'avoue que quand j'ai vu je crois que c'est ça aussi qui m'a attiré sur ton Instagram. J'ai fait waouh. Derrière, il y a de la qualité. C'est de l'instantané ou c'est quelque chose qui est préparé? Parce qu'il y a plein de superbes, vraiment, il y a plein de superbes photos. Franchement, je suis pas là pour te mettre sur un piédestal, mais il faut admettre qu'il y a vraiment des magnifiques Merci photos. Nicolas. Bon, déjà, moi, je pense que la majorité du mérite revient à Berry parce qu'elle est. Ah oui, mais photogénique. c'est prévu. Elle est vraiment hyper photogénique et la majorité des photos donc que moi je prends, c'est des photos prises sur le vif ou alors je vais lui demander par exemple, je lui dis mets tes pattes là, bon elle écoute, elle le fait, mais bon c'est un husky, elle va pas le faire pendant 30 secondes. Mais c'est ça alors c'est d'autant plus impressionnant pour ceux qui connaissent les chiens, ça tombe bien, on est sur Dog ADN. C'est que tu fasses ça avec un malinois, un berger allemand, c'est pas très difficile parce que c'est des chiens qui sont quand même amenés à obéir à leur maître. Et tu vois, en obéissance, on trouve très peu de ski. On trouvera plutôt du chien tel que du berger. Et ça donne encore plus de sens à la photo pour celui qui connaît et la photo et le chien. Et c'est là où je me dis, Berry est quand même un chien exceptionnel. Ouais, elle a beaucoup de qualité, Berry, on en parlera après, je pense. Mais elle est. Donc ouais, en fait, si tu veux, il y a des spots parfois que au cours de balade, je repère, je me dis ici ça peut faire des belles photos. Je reviendrai à un autre moment, ou en fonction de la lumière. Il y a des matins un peu brumeux, je me dis ça peut être chouette d'aller à tel ou tel endroit. Donc on y va, puis on profite pour faire une balade en fait, tout simplement. Bien sûr. Et du coup, non, les photos sont assez rarement prévues en termes de composition. Je demande à Berry de se mettre là, on négocie quelques friandises, on fait les photos, puis hop, on continue, on avance. Puis j'ai pas envie non plus. Là, l'appareil photo, puis l'appareil photo, elle l'a associé positivement parce qu'elle sait qu'elle a des petites récompenses, etc. C'est positif pour elle et je veux jamais que ça devienne quelque chose de négatif et quelque chose de pénible pour elle. Tu dois crier sur elle parce que elle tient pas une pause, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a quelques photos sur Instagram aussi qui ont été prises par d'autres photographes, des photographes professionnels, Élise Chevreuil, Mathias Léonard de Animalite, etc. Ou pareil, quand on me propose des collaborations avec Berry, moi j'ai une oreille quand même tout à fait. Très attentive à la réputation, à la réputation qu'ont ces photographes sur comment se passent les shootings. Parce que l'amour du chien est parfois relatif, malheureusement. C'est très à la marge, mais quand même, ça existe. Et donc, il faut vraiment que ce soit que des bonnes expériences dans le respect donc de ma chienne et puis que ce soit positif à la fin. Et comment la relation s'est faite justement avec ces photographes qui ont vu ils ont vu en Berry un magnifique modèle, mais c'est par ton Instagram ou Ouais, c'est par Instagram la plupart du temps. Mathias, donc d'Animalite, fait des interventions. Animalite, tu m'as dit. Animalite. Il fait des interventions dans un magasin pas très loin de la maison. Il fait des shootings de Noël, de Pâques, etc. J'en cherche un, ça tombe bien. Ah ben, je t'invite à le contacter, il est super sympa. Et donc, il m'avait contacté. Ouais, je vais faire un repérage là-bas à la Maragorio. Tu veux venir avec Berry? Tu vois, ça se fait super naturellement. Et puis la Maragorio, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du côté des Terrils. Hein. Ouais, c'est ça. C'est du côté de Valenciennes. Ouais. Voilà, c'est ça. Parce que comme il y a des gens un peu partout, on a même des auditeurs au Canada. Donc, je ne sais pas s'ils connaissent la Mara. Hein. Non. Mais Elise, qui a 2 skis, en fait, elle aussi. Donc, on s'est connus comme ça, en fait. D'accord. Passion husky. Est-ce que tu as des anecdotes de voyage grosses qui t'ont vraiment marqué? Des anecdotes drôles, surprenantes, dans quel sens? Tu as l'embarras du choix. Ou peut-être même une peur que tu aurais pu avoir par rapport à une faune sauvage ou tu vois par exemple tu me dis que tu as fait les Pyrénées. On les a pas fait mais on aimerait bien moi je connais pas les Pyrénées, je suis jamais allé. Et tu vois moi j'adore aussi le VTT et j'aimerais bien faire les Pyrénées en VTT. Et quand tu discutes avec des passionnés, ils te disent fais attention aux patous. Tu sais, les bergers de Pyrénées, les grands chiens blancs, parce que par instinct de protection, ils peuvent aller sur les VTTistes. Donc, je me demandais si tu avais pu rencontrer ce genre d'anecdote avec d'autres animaux, soit de faune sauvage. Alors, des patous, dans les Hautes-Alpes, dans les alpages, il y en a pas mal. Il y a quand même des affichages qui rappellent qu'il faut tenir son chien en laisse. En fait, le but, c'est aussi de sensibiliser. Ouais. Et dans les Hautes-Alpes aussi, je parle beaucoup des Hautes-Alpes parce que c'est là qu'on voyage le plus et qu'on randonne le plus. Il y a le loup maintenant qui est là-bas aussi. Donc, j'allais t'en parler pour le bivouac en fait. Ouais, je t'avoue que j'ai quand même toujours un peu pas peur parce que pour moi le loup a toute sa place dans la nature, il est chez lui, mais
Mais tu es dans Donc, l'observation. Si Berry étant libre et qu'il y a des loups à 100 mètres, je vais baliser, quoi. C'est normal. Et sinon, non, un patoun, on en a croisé un cet été. Il n'était pas en protection de troupeau. Le troupeau était en train d'être bougé par le berger d'un pré à un autre. Berry allait le voir tout tranquillement. Elle communique bien, Berry. Le chien, il s'est levé, il a aboyé. Il dit, ok, tu veux pas me parler, je m'en vais. Ouais, je me casse. je vais rejoindre papa. Quand tu fais comme ça des parcours, surtout en montagne, parce que il faut sensibiliser les gens, parce que je discutais avec un guide de montagne qui me disait qu'il y a de plus en plus d'amateurs, ce qui est très bien, qui vont à la montagne, d'autant plus avec les fortes chaleurs qui arrivent maintenant de plus en plus de façon récurrente. Les gens sont attirés par la montagne, donc c'est une chose, c'est très très bien. Par contre, la montagne est dangereuse et ça, c'est important d'en parler. Parce que la météo peut changer. En un quart d'heure, on peut se retrouver dans une tempête, dans un orage, etc. Est-ce que surtout le bivouac, j'imagine, comment tu avais préparé le bivouac? Parce que en termes de matériel, en termes de météo, en termes de trajet, le couchage, la nourriture, il y a plein de thèmes et ça m'intéresse parce que c'est vraiment un truc que j'aimerais bien faire un jour. C'est un bivouac avec Florent. Ouais. Alors, en fait... on a fait preuve de bon sens. Ni moi ni Marie n'avions fait de bivouac en moyenne montagne avant. Donc pour le matériel, je vais pas s'en faire de pub, on a acheté chez Decathlon. Je pense que pour le 3 saisons en rapport qualité-prix, c'est top. Oui, tout à fait. On va trouver beaucoup plus léger pour beaucoup plus cher ailleurs. On fait pas l'Everest. Pour le peu d'utilisation qu'on va faire dans l'année, c'est largement bien ce qu'on a. Donc on s'est équipé chez Decathlon et puis pour le coup là, les quelques nuits qu'on a fait en bivouac cet été, ça s'est super bien passé. On n'a pas eu froid. Pourtant il fait froid en moyenne montagne, même l'été, il faut bien le garder en tête, mais ça s'est très bien passé de ce point de vue-là. Pour le repérage des parcours et de la météo. Météo, pareil, on n'allait pas partir s'il y avait une fenêtre possible d'orage ou autre. Même si l'orage était prévu la veille ou le surlendemain, on aurait décalé notre départ. On est vraiment parti sur des fenêtres où il faisait très beau, avec des ciels très dégagés, et ça s'est bien vérifié. C'est important de sensibiliser les gens là-dessus, justement. Tu avais été voir par rapport à Météo France, ou bien il y a peut-être un site spécifique à la montagne, ou bien tu vas voir directement Il y a différents sites où je regarde l'application. En premier, je regarde d'abord l'application sur mon téléphone, tout simplement l'application d'Apple. Je regarde Météo France. Et après, il y a aussi des webcams avec des thermomètres sur certains sommets. Et c'est super intéressant parce que du coup, là, c'est pas des estimations, c'est vraiment en réel. Et on sait du coup à quoi s'attendre. Les stations où tu vas dans les Hautes-Alpes, c'est aussi des stations de sport d'hiver Alors, pour certaines, Alors, on n'y a pas bivouaqué cet été. Quoique si, du côté de Seillac, là, au lac Miroir, il y a des remontées mécaniques. D'accord. Donc, on peut skier là-bas l'hiver. Le Morgon, par contre, là où on a dormi la première fois, c'est pas skiable. Il y a les Ors aussi, pas très loin. Le bivouac que tu avais fait en juillet, c'était une nuit, 2 nuits? Une nuit. Une nuit, d'accord. Au niveau prédation, il y a une photo, donc toujours avec ce téléobjectif où tu prends en photo des marmottes, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Est-ce que Berry a cet instinct de prédation que peuvent avoir les huskies, et justement par rapport à la faune sauvage et les marmottes, et d'où l'importance d'attacher son chien dans certains cas? Berry a un fort instinct de prédation. J'ai longtemps cru naïvement que j'arriverais à l'un des tout menons. C'est très profond dans l'ADN. Ça fait partie d'elle. C'est aussi pour ça que les huskies, on les appelle des chiens primitifs. Donc dans les alpages, quand il y a, faut savoir qu'en cani rando, de toute façon, généralement Berry est attaché à moi. Oui, on va parler de matériel après. J'ai peur surtout qu'une personne nous a raconté. Alors, légende urbaine, je sais pas, mais j'imagine que ça a dû arriver, que certains chiens qui pouvaient aller dans les terriers de marmottes pour aller les chercher, se mordre. Quand il y a des marmotons, les marmottes peuvent attaquer en fait, et une morsure de marmotte sur une truffe, ça peut tuer un chien. T'as déjà vu les dents d'une marmotte Bah oui. Je t'ai mis une photo de marmotte là, si tu veux. Et on voit bien les dents, et du coup, j'imagine bien qu'une morsure là-dessus, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment brutal. Donc on rattache au maximum, et après, pour garder quand même de la liberté, j'ai toujours une grande longe dans mon sac à dos. Bien sûr. Et comme ça, Berry, il peut quand même vaguer. Avoir quand même un peu de liberté. Prendre les odeurs, c'est ça. Il n'y a plus d'intérêt. Et puis après, de temps en temps, quand on randonne, pas forcément quand on bivouac, mais quand on arrive au lac, au sommet, je la lâche, elle va courir, elle va jouer un peu dans l'eau. S'il y a des copains, elle joue avec.
Puis après, quand c'est le moment du sandwich, généralement, elle revient assez facilement. C'est ça. Instinct de prédation, mais instinct du sandwich C'est aussi. ça. Justement, tu me fais une belle transition. Nourriture. Comment tu nourris la jolie Berry? Berry, elle est aux croquettes. Parce que pour être belle comme ça, elle doit manger bien. Ouais, Berry, c'est des croquettes. Vas-y, tu peux me citer les noms. Moi, ça me. C'est Atavik, la marque. C'est Atavik que je connais très bien, oui. On navigue entre différentes recettes, des recettes plutôt les plus riches en fait de la marque, donc truite canard, buffle maquereau et dinde chevreuil, je crois. Ouais, donc, voilà, quand j'ai fini un paquet, je change, comme ça lui change un petit peu de goût et comme c'est la même base de croquettes, il n'y a pas de problème de transition. Une très bonne marque, Atavik, marque française, Cocorico, on peut même le citer. Et ça, c'est bien de le dire. Bah oui. Donc Berry, en fait, au départ, elle était chez Royal Canin, c'était la nourriture de l'élevage. Oui. Au bout de quelques mois, j'ai basculé sur une meilleure croquette, donc chez Atavik. Et maintenant, on reste là-dessus parce qu'elle les digère très bien. Les compositions sont vraiment chouettes, sont riches en protéines et en lipides. C'est ce qu'il faut. C'est surtout ce qu'il faut pour un chien sportif. De sport, ouais. Tout à fait. C'est bien. C'est bien. Tu anticipes toutes mes questions. Fantastique. On voit et sinon, les croquettes, après, je les agrémente d'un peu d'huile de saumon. Oui. De petits sprats séchés, de petits éléments qui varient, qui rajoutent du plaisir. Puis pour son poil, pour son épiderme et tout, c'est exceptionnel, c'est excellent. Au niveau des vaccins, quand tu pars comme ça à la montagne, remarque là on n'est peut-être pas concerné parce qu'il n'y a pas de départ à l'étranger, mais j'imagine que tu fais peut-être attention à tout par rapport au vaccin avant de faire comme ça. Sa vaccination complète, ouais. Ouais, c'est ça. Et de toute façon, je suis tenu d'avoir Berry vacciné pour le canicross au sein de la fédération. Et passeport européen, puisqu'on a la frontière belge. Oui. Et comme quand on est obligé de l'avoir quand on traverse la frontière. Au niveau chien de sport, donc ostéo. Ostéo, 2 fois par an, ouais. Très bien, ouais, moi aussi. Et tu vas où? C'est Chloé Legrand qui s'occupe de Berry. Chloé Legrand. Ouais. Comme ça, c'est important de citer tous les acteurs. Je peux la citer, elle est bien. Elle est super, ouais, vraiment. Elle fait du canicross aussi, d'ailleurs. Tu l'as peut-être déjà croisée. Ouais, certainement. C'est ça. En fait, on ne reconnaît pas les gens. Il faudrait les noms partout. Et au niveau vétérinaire, tu vas chez qui? On va ici à côté de chez nous, là, une clinique vétérinaire. Après, Berry, j'ai de la chance, c'est que j'ai eu aucun problème de santé avec elle. Ouais, ça c'est bien. Si j'allais une fois, elle a eu un peu toussé. Tu vois, des petites du style, rien du tout. Voilà, c'est ça. Ouais, mais rien de majeur. Les huskies, c'est aussi l'avantage. C'est des chiens robustes, ultra rustiques. Très résistants, donc très grande longévité statistiquement. Ouais. Et donc assez peu touchés par certaines maladies qui touchent d'autres races. Donc pour l'instant, Berry fait preuve d'une santé de fer là-dessus, ça c'est chouette. Quand toujours dans tes photos, en fait j'ai préparé l'épisode en regardant tes photos, très inspirant. Tu as fait du paddle sur le lac de Serpenson, je pense. Ouais, c'est ça. Enfin, on en a fait dans d'autres lacs, mais c'est là principalement qu'on en fait. Ouais. Avec une eau émeraude, ça en jette plein la vue. Comment tu as commencé à faire du paddle? Parce qu'on ne fait pas du paddle. Je vais parler en fait de tous les thèmes qui me sont sensibles parce qu'il y a des personnes, en fait, pareil, le paddle, tout est facile quand tu regardes Internet, Instagram, YouTube, etc. Tout est facile. Sauf que là, on parle d'un chien qui va aller sur un paddle et qui peut avoir une crise de panique. Oui, exactement. Et un chien qui n'est pas habitué avec des profondeurs, il peut se noyer, comme tout le monde. Ouais. Donc je ne sais pas comment tu as préparé ça, mais apparemment, il y a eu une préparation en amont. Ouais, en fait, c'est pas grand-chose, mais c'est différentes étapes par lesquelles je conseille à tout le monde de passer parce que ça va faciliter les choses. Bon, si le chien est phobique de l'eau, ça risque d'être compliqué dans tous les cas. Il faut quand même le garder en tête. Ouais. Berry, l'eau, alors elle nage. Elle a beaucoup nagé quand elle était plus petite. Maintenant, elle y va un petit peu moins. Mais elle n'est pas phobique, mais on sent que c'est pas son milieu de prédilection. Donc en fait, le paddle, une fois gonflé, je l'ai d'abord laissé sur le sol. D'accord. Sur terre ferme, voilà, avec des petites friandises dessus. J'ai un Liquimat, tu sais, avec des ventouses en dessous, là, sur le paddle avec de la pâtée congelée dessus. Au moins, ça lui a appris à se positionner dessus, à déjà prendre ses marques. Je précise juste que c'est un tapis de léchage. Ouais, parce que tout le monde connaît pas. Latex, tout le monde connaît pas. Donc avec les ventouses, c'est pratique parce que du coup, ça adhère super bien sur le paddle. On fait renforcement positif, donc de l'objet en lui-même, elle découvre, elle prend ses marques au niveau de l'équilibre de son centre de gravité. D'accord. Après, on le met au bord de l'eau. Tu fais la proprioception en plus, c'est bien. Ouais, c'est ça, la proprioception, puis un petit renforcement positif. D'abord sur l'eau,
sans forcément le bouger, mais juste pour que le petit remous devienne habituel. Après, on s'écarte d'un mètre du rivage. Alors, les premières fois, Berry a sauté, elle a voulu retourner sur la rive. On recommence progressivement. Faut pas vouloir tout faire en un jour. Ça peut être fait en différentes étapes. Et puis ensuite, après, c'est de la confiance. Une fois qu'elle est en confiance sur le paddle, qu'on n'y va pas tout de suite avec un gros coup de rame qui nous manque de nous retourner, ça se passe assez bien, ouais. Et pour la noyade, alors même si Berry nage très très bien, j'ai quand même un gilet de sauvetage. Ouais, t'as raison. Ouais. Bah, surtout même si elle saute à l'eau, j'ai la poignée pour la remonter, c'est beaucoup plus facile. Puis c'est comme nous, ils ont un cœur, donc on peut très bien avoir une faiblesse cardiaque. Tu utilises quoi comme gilet de sauvetage? C'est un... Attends, je l'ai là. C'est un Easy Dog. Voilà. Easy Dog, ok. Taille M pour Berry. Ouais, je suis pas étonné. Taille M. Pendant qu'on est on est dans le matériel, on va jusqu'au bout dans le matériel. En fonction quand tu fais du canicross et quand tu fais du cani-marche ou cani-rando, forcément, c'est pas le même matériel qui est utilisé. Non. Donc, tu utilises, toi, du matériel de chez Non-Stop. Ouais, exactement. Mais je vais pas te citer parce que sinon j'ai l'impression de présenter à un client le matériel, donc je te laisse le présenter. Donc nous en matériel cani rando, cani marche, cani cross, on utilise non-stop. Donc en harnais de traction, on utilise le Free Motion. J'aime bien ce modèle-là pour les huskies parce qu'il est réglable sur les côtés au niveau des côtes. Et comme entre le poil d'hiver et le poil d'été, il y a quand même une sacrée épaisseur de différence chez les Nordiques, ça permet vraiment de faire un réglage bien affûté, quelle que soit la saison. Donc ça, c'est pour le canicross et le cani-VTT. Donc là, on est vraiment sur un harnais de traction très long. Après, et pour la cani-rando... Pardon. Et après, tu es sur du bungee leash, je crois. C'est le... en longe de traction, la bungee leash. Ouais. En quelle taille tu utilises du 2 mètres? La 2 mètres, ouais. Et en cani-VTT, la 2 mètres 80. C'est ça. Donc elle est chouette, parce qu'elle est résistante. Là, je l'utilise depuis un peu plus d'1 an. Ouais, je n'ai pas de raison de la changer. Puis je la trouve, ce que j'aime bien. Alors, j'ai pas testé toutes les marques, mais j'avais une Manmat d'abord que j'appréciais pas trop. Ce que j'aime bien avec la non-stop à la bungee leash, c'est que dès que le chien tire très légèrement, tu récupères déjà de l'énergie. Oui. Alors que sur la Manmat, il fallait vraiment qu'elle se tende à fond. Et là, on se prenait un coup de pied au cul, un gros coup de turbo qui nous faisait avancer, qui nous récupérait l'énergie. Et ensuite, ça se détendait. J'aimais pas trop ce système-là, en fait, qui causait des à-coups. Avec la non-stop, je trouve que c'est un peu plus fluide. Et pour un husky qui va pas traquer en sprint non-stop, qui va vite se mettre un trot très rapide, c'est plus adapté et je trouve ça plus confortable pour nous. Il court à... Et après, pour la... Pardon, vas-y. Justement, il court à quelle vitesse à peu près en vitesse de croisière, on va dire, quand tu vous entraînez? Tu as déjà regardé un peu? Alors, quand on s'entraîne, justement, là, on est en préparation pour un cani-trail au mois de janvier, donc de 12 km. Donc là, Berry, elle ne sprinte pas, moi non plus. On est en vitesse croisière comme ça, on va être à 11-12 km/h. D'accord, très bien. Sur 12 km. Ouais, à peu près. T'es un fou, toi. C'est pas facile, mais... Ouais, tu dois avoir une belle préparation, mais on pourra peut-être en parler après. C'est intéressant. De toute façon, dans mes prochaines interviews, il y aura un spécialiste et également youtubeur de canicross et qui nous parlera de préparation. Chouette. Et en canicross tout court avec Berry, on va plutôt être à 14 km/h à peu près en moyenne. D'accord. 13,5, 14. Et donc, pour revenir sur le matériel, excuse-moi, mais c'est parce que je pose des questions quand elles me viennent aussi. Oui. pour la randonnée, j'ai vu que tu utilisais pour la randonnée, j'ai un harnais de balade aussi. Le line harness. Chez Non-Stop. Ouais, le line harness. D'accord. Qui a une encolure qui ressemble un peu à celle des harnais de traction. Ils partent du même principe. Ouais, c'est ça. Et comme la traction est moins forte, en fait, c'est moins éprouvant pour le corps du chien. C'est moins... Liberté totale des épaules. Voilà, il n'y a pas besoin de lui mettre un harnais plus lourd que ça pour la rando. Enfin, je trouve en tout cas, et j'aime bien les produits non-stop que je trouve... J'aime bien les matériaux, j'aime bien le design, et puis je les trouve résistants. Une belle résistance dans le temps. En parlant des longes, il y a iDog aussi qui est intéressant sur un critère, c'est qu'ils font des longes en fonction du poids du chien. Donc tu vois, la résistance de la longe n'est pas du tout la même en fonction que tu aies un petit chien, un chien médium ou un maxi. Donc je trouvais que c'était pas mal aussi. C'est chouette, c'est un bon concept. Ouais. C'est un bon concept. Nourriture, on en a parlé. On peut peut-être refaire une sensibilisation par rapport à la nourriture avant ou après compétition, pendant qu'on est dedans. Là, il y a une petite règle qui est assez facile à retenir, c'est on ne nourrit
pas avant ni après. On compte 2 heures avant un effort, une compétition. Alors quand on a de la route, comme par exemple pour aller à Étaples, on avait 2 heures de route pour y aller. Bon, j'ai nourri Berry au réveil, elle a mangé sa gamelle, on est arrivé là-bas et puis au moment de partir, c'était quasiment 4 heures après. Il y avait plus de problème de risque de retournement d'estomac notamment. Et pareil, si la compétition est pas très loin ou l'entraînement le dimanche, je la nourris en début d'après-midi tranquillement quand tout est bien revenu à la normale au repos. Pour 2023, donc Canitrail, 12 km. Ouais. Est-ce que tu as des projets devenir champion de France, augmenter tes performances? Non, parce qu'on est quand même dans un niveau des performances, s'il faut pour en parler aux auditeurs, moi je suis vraiment le canicrosseur moyen, quoi. Je suis en milieu de tableau, ça n'empêche pas d'être passionné. Mais je pense que je prends autant de plaisir, voire peut-être plus parfois que ceux qui sont plus devant. Et puis c'est vraiment partager une expérience forte avec ma chienne, et en club encore plus maintenant. C'est vrai que de faire cette pratique-là quand on n'est pas simplement en binôme, mais quand on est avec des copains dont on connaît les performances, c'est vraiment génial. Tu utilises désolé, Faro. Attends, je vais me prendre en pause 2 secondes. Ça y est, c'est bon. Voilà. Je travaille. Donc, je ne sais plus de quoi on parlait. Il m'a cassé mon truc. On parlait du club. Le club. Oui. C'est ça que je voulais savoir. Est-ce que tu utilises Strava ? Ouais. C'est marrant. J'ai découvert. C'est vrai que j'ai découvert que le club était dessus parce que moi je cours en libre. Mais bon, je fais des performances avec moi-même. Autant te dire que je suis plutôt moi en bas de classement. Moi, mon objectif 2023, déjà, si je pouvais être en milieu de tableau, je serais déjà heureux, le plus heureux du monde. Donc tu cours sur Strava et tu t'en sers comme outil ? Ouais, je m'en sers comme outil. C'est chouette parce qu'en plus, on peut facilement retrouver. On se retrouve facilement dans le temps. Je trouve sur l'application, elle est bien faite. C'est un réseau social en fait, Tout à fait. type les courses. Donc pareil, pour suivre les copains, c'est chouette, voir les progrès qu'on fait, les différentes courses qui peuvent être. Et ceux qui sont passés sur le même parcours que toi, même si tu les connais pas, je trouve ça sympa. Et puis l'enregistrement assez facile en fait des secteurs qu'on a l'habitude de faire, voir comment on a été par rapport à d'autres moments, pouvoir comparer la météo du jour. C'est Anthony Lohmann qui parlait dans ton podcast, il notait tout. Oui. Moi, j'ai pas cette patience de tout noter, mais sur Strava, je récupère déjà pas mal d'informations. T'as plein d'informations. Puis t'as le cardio quand tu as la montre connectée. Parce que le cardio, elle est cardio quand t'es à fond, t'es à quoi à peu près en battements minutes? Je suis à 180 à peu près en pulsation minutes. Correct. Je sais plus, je vais peut-être dire une bêtise, mais les trailers, je pense qu'ils doivent être à 120 minutes. Et encore, je pense, ils peuvent même peut-être descendre encore en dessous, c'est un truc de fou. Enfin, on est dans le trail, maxi trail. Ouais. Au niveau des partenariats, je change complètement de sujet parce que je trouve que c'est intéressant. Il y a des gens qui t'ont fait confiance, donc c'est important de parler d'eux. Je te laisse en parler parce que tu as 2 partenariats en particulier, j'ai vu sur. Il y a 2 partenariats. Donc en fait, je vais parler plutôt d'être ambassadeur ou ambassadrice pour Berry. Oui. Donc le premier, ça va rejoindre un petit peu ce qu'on disait un petit peu avant avec Non-Stop, c'est Activity Sport. D'accord. C'est une boutique en ligne qui vend d'autres choses, mais principalement les produits de la marque Non-Stop. D'accord. Donc une boutique axée justement sur les activités qu'on fait avec nos chiens. Mm-hmm. Donc on retrouve là-dessus tous les harnais de traction de la marque Non-Stop, les harnais de balade, les colliers, les longes, les barres de cani-VTT. Et puis on va trouver aussi des produits d'entretien, soins pour les coussinets. D'ailleurs on n'en a pas parlé, on pourra en parler après si tu veux. C'est dans mes questions. Ouais, chouette. Soins pour les coussinets, des Liquimat, des tapis de léchage, différents jeux, voilà. Donc ça c'est pour Activity Sport. Et pour un côté plus esthétique, plus cosmétique entre guillemets, non pas cosmétique mais esthétique, c'est Pompon et Pets. Donc c'est une boutique artisanale de colliers, de harnais, de laisse française. C'est Camille qui fabrique tout ça à la main à Avignon. C'est des produits en fait. Quand j'ai créé le compte Insta pour Berry là il y a 1 an et demi, j'étais tombé en suivant d'autres chiens, j'étais tombé sur un collier modèle Arca, j'ai trouvé magnifique, j'ai dit il me le faut pour Berry. Je l'ai commandé. Puis après de fil en aiguille. En discutant, en passant d'autres commandes, il y a eu une recherche d'ambassadeurs, on a postulé, puis on a été reçu. Et puis Berry, elle fait un super modèle. C'est vrai qu'elle met bien en valeur les produits. C'est génial.
Oh. Tu cherches encore des partenariats ou pas? Non. C'est bien. Sinon, sinon tu n'hésites pas à m'appeler. Quartier vaccination à vue. Attends, je prends une pause juste 2 secondes. J'en ai perdu mon fil. Faro qui a aboyé, ça m'a cassé mon truc. Ah oui, c'est bon. Je pensais parler de la trousse de secours, tu sais. Ouais. Est-ce que ça, c'est un truc... là, on Ouais. Dis-moi. C'est bon? Ouais. Bah, j'ai pris quelques... Hop. En fait, j'ai découvert un super site. Ouais. Qui s'appelle Anivette. Je connais pas ça, Anivette, ça me dit rien. C'est bon pour toi, on reprend? Attends. Ouais, c'est bon. Au niveau, quand tu voyages, il y a un truc qui est super important. J'imagine que tu as toujours une trousse d'urgence avec toi, avec des choses, parce que tu me parlais justement des crèmes pour les pattes qui font partie pour moi de la trousse de premier secours, ou même pas d'entretien. Hein, ça peut, c'est pas forcément. Oui. Qu'est-ce que tu mets dedans? Alors, il y a une partie qui est commune avec les humains d'abord. Tout à fait. D'antiseptique, par exemple, ça peut aussi simple que ça, mais avoir un petit spray antiseptique, c'est quand même important d'avoir un dans le sac. Des trucs comme ça. Ouais. J'ai toujours aussi deux pinces tire-tic pour pouvoir retirer au cas où. Ouais. Et ce que je prends aussi, alors là, du coup, je le montre. C'est une chaussette. En fait, j'en prends 2 généralement dans le sac de rando. Alors là, ici, c'est un modèle qui est renforcé par une couche de goudron. J'ai les mêmes. Ce qui va être pas mal s'il y a une blessure et qu'on doit marcher sur des pierriers. Sinon, ça existe aussi juste en tissu. Donc moi, Berry, je lui mets une fois par semaine du baume pour les coussinets, pour les renforcer. D'accord. Surtout qu'elle a tendance, de par son activité et le fait que les huskies ne fixent pas très bien le zinc dans leur alimentation, d'accord, ça va assez souvent causer de la sécheresse au niveau des ongles et des coussinets, d'accord, entre autres choses. Hein. Et donc, je lui mets une fois par semaine du baume. Alors moi, j'en ai essayé plusieurs. Celui qui m'a le plus convaincu, c'est le Element.vet. D'accord. Que j'aime bien, qui est fabriqué par la marque à l'origine est faite par une musheuse française et qui a des huskies. Donc les produits sont particulièrement adaptés pour Berry. Approuvé, ouais. Voilà. Quand il y a des périodes où il y a des petites craquelures, donc je parle pas de blessures à vis, mais des petites craquelures, je vais passer à 2 fois par semaine. Et les périodes où tout va bien, je vais mettre une fois tous les 15 jours. Mais si on voulait garder une moyenne, ce serait une fois par semaine. Donc je lui mets sur les coussinets. Et je lui mets une chaussette, on peut aussi faire avec un bandage au-dessus pendant 1 heure pour que ça pénètre bien, parce que sinon elle va le lécher. Ouais, j'avais utilisé ça avec Faro qui avait une grosse coupure et avec les chaussettes là. Le chien s'habitue super vite à ces chaussettes là. Ouais, je trouve surtout aussi. Surtout qu'il y a 4 ou 5 tailles, donc. Ouais. Et puis Berry a déjà couru justement une fois, elle avait une petite, pas de coupure parce qu'il n'y avait pas de sang, mais il y avait son coussinet qui était un petit peu ébréché. On a fait un entraînement de canicross avec une chaussette et ça s'est très très bien passé. Génial. Et après, du coup, le baume, je le prends aussi avec moi en rando parce qu'il fait aussi office. S'il y a une blessure qui se fait, je peux tout de suite en mettre. C'est un antiseptique, la chaussette. Et j'attends pas d'être à la voiture ou à l'appartement pour la soigner, quoi. J'imagine que tu as toujours des bandes aussi adhésives, ce genre de choses. Ouais, bien sûr. Des bandes amères pour pas qu'elles puissent. Voilà, exactement. Ça prend pas beaucoup de place, c'est pas très lourd et ça trouve sa place dans le sac. Est-ce que tu as un thermomètre ? Enfin là, c'est plutôt pour les bivouacs ou pour les grandes odyssées. Mais toi, j'imagine que... Non, j'en prends pas. Donc ça, je conseille aux auditeurs, ça paraît un détail, mais quand on part en voyage, il faut toujours avoir un thermomètre pour son chien, en sachant qu'il faut toujours rajouter 1 degré en plus de la température d'un homme. Il faut pas tout de suite partir en... mais le thermomètre, c'est capital. Crochet tire-tic, on en a parlé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Après, pour le bivouac, j'embarque 2 gamelles plates, tu sais, en silicone pliable. Que tu peux ouvrir. Voilà, ça prend pas de place, c'est léger. Pour les croquettes et pour l'eau, c'est parfait. C'est parfait en rando, ouais. Quantité d'eau aussi, parce que le chien boit ou bien il boit directement. L'eau, c'est lourd, mais ouais. Puis surtout, il vaut mieux se charger plus en eau et quitte à ce qu'il en reste à la fin que d'en manquer, parce que là, surtout que l'été, nous, on randonne beaucoup. Il y a la sécheresse maintenant. Le lac de Sarpenson, on en parlait, il avait 13 mètres d'eau en moins que l'année dernière. Ça fait peur. Quand même, ça fait peur. Et alors, autant parfois, on va trouver une source, parfois, il va y avoir un courant d'eau, mais certains sont à sec. Et ça, on peut pas toujours le savoir à l'avance.
sauf si on tombe sur quelqu'un qui est allé quelques jours auparavant, il va dire bon là il y a encore de l'eau, donc on sait que le chien va pouvoir tremper ses pattes, boire là. Mais ouais, on se charge assez lourd en eau, mais c'est juste vital en fait. Hein. Ça fait peur quand même. J'espère que les consciences vont apparemment, quelque chose a été voté au niveau européen. On verra. Moi, je conseille aux auditeurs, aux éditrices d'aller sur Anivette Voyage pour si vous voulez partir en voyage, parce qu'il y a la composition d'une trousse de secours idéale, mais c'est aussi dès que vous partez à l'étranger, vous choisissez le continent ou le pays. Et sur le site, vous allez trouver automatiquement les vaccins et puis toutes les précautions à prendre avant de partir avec son chien. Et ça, c'est capital. Et puis aussi, certains chiens qui ne sont pas acceptés dans certains pays en fonction des races. Ouais. Donc ça, c'est important de ne pas prendre son billet d'avion et puis finalement, le dernier jour, on ne peut pas partir parce que le chien ne peut pas partir. C'est quand même très dommage. Pour aller au bout de cet entretien, parce qu'on est à 50 minutes, passionnant, je t'avais dit que ce serait passionnant. Est-ce que tu as des lectures particulières que tu conseilles, soit en termes d'éducation, soit en termes de sport, soit en termes de photos Écoute, j'en ai prévu 2 et une troisième là, dans ma bibliothèque que je n'ai pas sortie. Concernant l'éducation la suédoise. Ouais, je pense vraiment que ce bouquin-là, Les signaux d'apaisement de Turi Drugas, ça devrait être donné avec chaque chien en élevage ou en refuge, parce que c'est une petite bible super accessible qui permet de comprendre 1000 choses sur la communication animale en fait. Hein. C'est pas simplement les signaux d'apaisement des chiens entre eux, c'est aussi les signaux d'apaisement. De... Déjà, c'est un mot qui est galvaudé. Parce que signaux d'apaisement, ça voudrait dire qu'ils s'apaisent, alors qu'ils ne s'apaisent pas forcément, ils communiquent tout simplement. Aussi la communication, ouais. Bon, d'ailleurs, le sous-titre, c'est les bases de la communication canine. Et moi, c'est vrai que découvrir ce livre, alors j'avais déjà eu connaissance de ce qu'était en gros un signal d'apaisement et les différentes formes qu'ils peuvent prendre, mais je trouve ce livre-là vraiment bien fait. Sinon, concernant le voyage, alors sur la photo, j'ai pas prévu de lecture. En écrivain de voyage que j'aime beaucoup, c'est Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, l'Axe du Loup, ok. L'Axe du Loup. Alors ici, dans ce livre-là, en fait, il raconte sa traversée de la Sibérie. D'accord. Selon l'Axe du Loup, c'est-à-dire l'axe nord-sud, l'axe qui serait pas du tout naturel. Le plus droit possible. Autrement. Voilà, c'est ça. D'accord. Pour donc de la Sibérie, donc de la Russie jusqu'en Inde, à pied, à vélo, à cheval. Et je trouve ces descriptions, justement des paysages sibériens et et puis du rythme de la marche. Je trouve ça vraiment inspirant. C'est un livre qui fait voyager au sens propre, quoi. Et le dernier, c'est Psychisme ascensionnel de Étienne Klein. Oui. Donc Étienne Klein, c'est un vulgarisateur, un professeur de physique. D'accord. Qui a animé la conversation, qui anime encore, je sais plus, sur France Culture, la conversation scientifique. Et il fait de l'ultra trail. Et dans ce livre-là, Psychisme ascensionnel, justement, il décrit le voyage psychique qu'on fait quand on fait de l'ultra trail, mais qu'on peut ressentir aussi dans une certaine mesure quand on fait déjà de la randonnée en montagne. Le fait de se sentir un tout petit point dans quelque chose de très grand qui nous dépasse complètement, et juste d'avoir la volonté d'avancer et d'être réduit à quelque chose d'être réduit à quelque chose d'essentiel, en fait, quoi. T'aimerais bien, toi, faire un ultra trail un jour? Je sais pas, franchement, je sais pas si j'en serais capable. Là, déjà, j'ai fait un trail, j'ai fait le trail des Hauts-de-France, là, le trail nocturne, c'était chouette, c'était 16 km, j'ai trouvé ça dur. Bon, après, j'aurais pu le faire un peu plus lentement et rallonger un petit peu, mais ultra trail, pourquoi pas. Mais faut se fermer aucune porte, mais c'est pas en projet. Alors, bizarrement, quand tu discutes avec les ultra trailers, alors pas forcément les pros, hein, parce que là, on parle d'une élite qui ont déjà une composition, une prédisposition à faire de la performance, mais quand tu parles avec les ultra trailers amateurs, on va dire, entre guillemets, ils te disent que tout le monde peut le faire. Alors, bien sûr, hein, il faut pas avoir des problèmes, des incidents, machin, mais tout le monde peut le faire parce que c'est une préparation à la fois physique et psychologique. Et le psychologique, il est ultra important. Et c'est pour ça que je trouve que c'est des sports qui sont géniaux, parce que tu es obligé de te remettre en cause en permanente, tu vois. Donc, moi, c'est vraiment des sports. Mais même le trail, hein, même 12 km, 14 km, moi, je serais content, tu vois. Déjà, quand j'arrive à 10 km, je suis heureux, j'ai l'impression d'être au bout de ma vie. Il me faudrait un troisième poumon. Donc, et alors, ce qui est important aussi en canicross, parce que moi, je te dis, hein, je cours plutôt en libre, mais là, on va s'y mettre en tracté avec Faro. On viendra vous rejoindre au club.
Et ce qui m'impressionne, moi, pour avoir essayé, c'est la traction au départ. C'est-à-dire que moi, je suis habitué à faire de la course, mais c'est-à-dire que je gère mon effort. On est d'accord, hein, je vais aller progressivement, je vais faire du 9 km/h, 10 km/h, 11 km/h, 12 km/h pour être à chaud. Là, tu n'as pas le choix. Tu attaques directement à 12 ou 14. Et je me dis que la préparation, sportive doit être totalement différente. Attends, parce que j'ai Faro qui a décidé de gratter son tapis maintenant. Faro, stop. Loulou. Voilà, c'est bien grand. Excuse-moi. Ouais, non, c'est pas grave, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Berry, elle fait des départs toujours, le premier kilomètre, je sais que c'est toujours très très speed parce qu'elle est excitée, parce qu'elle a envie de rattraper les chiens qui sont devant. Comment tu prépares Comment on peut préparer sur le plan physique tu vois, c'est un truc que j'aimerais bien travailler, moi. Comment on peut Alors, moi, ce que je peux te donner simplement comme conseil, c'est ce que moi je fais. C'est peut-être pas, ça sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais c'est déjà, je fais des très très grandes foulées quand Berry part comme ça à pleine puissance. Comme ça te permet d'avoir une. J'ai appris à faire confiance. Ouais, c'est ça. J'ai appris à faire confiance à mes chaussures aussi, clair de rien. Ouais. Tu utilises quoi Allons jusqu'au. Là, j'ai des Saucony Peregrine. Beaucoup de personnes me parlent de cette marque-là. Ouais, franchement, pour le canicross, j'ai eu une paire de Mizuno avant et j'avais tendance à pas mal chasser quand même. C'était plus des croisillons en tout, là, c'est plus des crampons. Donc, je suis beaucoup plus en confiance. Et surtout, j'apprends à me laisser porter par Berry au début parce que si je la retiens trop, je vais me fatiguer à la retenir. Elle va se fatiguer à tirer quand même comme un mulet. Alors que je pense qu'il vaut mieux profiter de cet effort et après réguler quand la tension baisse un petit peu, tu sais, retrouver un rythme un peu plus. C'est comme ça qu'on fait et je trouve que du coup, je suis moins fatigué après le premier kilomètre, tu vois, en me laissant porter par Berry. En termes de baudrier, tu utilises quoi pour toi? J'ai le non-stop, le Canix Belt, ouais. D'accord, ok. Que je trouve super chouette parce qu'il est réglable. Il y a beaucoup de réglages possibles et puis il est très léger. En rando, on oublie qu'on l'a sur les fesses. Tu le mets dans un petit sac et hop, tu peux le prendre. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont marqué ou que tu aimerais évoquer parce qu'elles ont apporté quelque chose ou une association Alors, ouais, si je dois faire un clin d'œil à une association, bon, je vais être un petit peu chauvin, mais je vais faire un clin d'œil à Claire et Antoine là, du CSCD, du Canis Sport Club de Hadel, parce que ça fait 1 an maintenant qu'on se connaît et je peux dire que maintenant que j'ai un groupe d'amis en plus dans ma vie. Et ça se ressent ils ont eu la patience, malgré des débuts difficiles, on n'était pas nombreux, on allait courir, on était 3 au lac du Héron, il pleuvait, mais voilà, on y allait quand même, et puis je trouve que l'ambiance qui est familiale, le respect du chien et du bien-être de nos binômes, on n'est pas là-bas pour faire de la performance. Voilà. Dans une certaine manière, parce qu'on veut toujours faire mieux, on veut s'améliorer, mais on va pas pleurer si on n'est pas sur le podium. Et avec le respect on sera content de s'applaudir à la fin et au début. Et on se connaît tous, on sait tous ce qu'on fait dans la vie, ce que nos chiens, leurs spécificités. On juge personne qui aurait des difficultés à un moment avec son chien. On va toujours essayer de lui apporter des conseils. Et il y a vraiment un beau climat d'entraide. Donc ça, je voudrais vraiment leur faire une dédicace. Et ensuite, sinon, en personne, dans les sujets, tu avais parlé d'inspiration pour la photo, notamment. Il y a 2 photographes dont j'aimerais bien parler dans 2 styles très différents. Pour ce qui est de la photographie animalière, donc vraiment en wildlife, en faune sauvage, je suis un grand admirateur de Vincent Munier. D'accord. Il a fait des photos de la panthère des neiges dans l'Himalaya qui sont incroyables, des photos de loups aussi que je trouve bluffantes à chaque fois, je me les prends en pleine face, quoi. Et sinon, pour le portrait animal, donc là ici un petit peu plus composé, un petit peu plus prévu entre guillemets, d'une certaine manière, c'est Audrey Bello. Audrey Bello qui fait des photos. Pour chacune, je trouve il y a une atmosphère qui se dégage. Où le chien est magnifié dans un contexte à chaque fois très très beau. C'est vraiment 2 photographes dont j'admire le travail. Ils sont pas des inspirations dans le sens où je veux pas faire la même chose qu'eux. Non, mais ça donne la capacité, ça permet d'aller picorer. Ouais, mais que j'admire. Tout à fait. C'est ça. Oui, d'accord. Moi aussi, j'ai pas mal de gens que j'admire et sans copier à 100%, mais c'est des inspirations. Donc ça, c'est super sympa. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais rajouter pour terminer ce super entretien? Moi, je voudrais rajouter merci beaucoup. Je remarque que Berry
On l'a pas entendue. Non. Elle est d'un calme olympien. Elle dort dans le canapé. Attends, je vais la chercher pour la voir. Et coucou, voilà. Coucou Berry, c'est Dog ADN. C'est ton podcast préféré, Berry. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Et la densité du poil, en plus on est en hiver, donc on sent qu'elle est... Ouais, c'est dense, c'est chaud, ça tient chaud, puis elle est très câline. Alors... Et puis elle a trouvé, je crois qu'elle a trouvé ses croquettes adéquates. Hein, parce que je dis toujours, c'est comme ça qu'on vérifie, c'est la qualité du poil. Non, donc merci à toi pour l'invitation, c'était vraiment un plaisir. C'était un super échange, merci beaucoup. On aura l'occasion de se voir très bientôt de toute façon. Bah oui. Et puis, donc tu m'as gentiment envoyé quelques photos que je viendrai nourrir le podcast avec. Donc ça sera le moyen de... Parce que parler d'une photo, c'est compliqué. La voir, c'est tout de suite beaucoup plus évocateur. Merci beaucoup, Maxime. Merci à toi, Nicolas. Salut, Berry. À très bientôt. Gros bisous. À bientôt. Ciao. Salut. C'est la fin de l'épisode 17 qui clôture cette première saison de Dog ADN. Merci de votre fidélité, merci à tous les invités qui ont accepté de se prêter au jeu des interviews. Faro et moi vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année et rendez-vous en janvier pour de nouvelles rencontres aussi passionnantes les unes que les autres. D'ici là, n'hésitez pas à partager au maximum autour de vous et nous taguer sur les réseaux sociaux. Des grosses caresses à vos toutous.